Merci de suivre leur thème, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue à votre émission à questions d'actualité. Nous parlons santé dans ce numéro, précisément de détection précoce des maladies et de réponse rapide et efficace pour minimiser les risques. C'est à cela que les activités du projet REDIS 3 sont consacrées, un projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies. Et c'est une initiative de la Banque mondiale à travers laquelle elle appuie les pays pour permettre de faire face aux éventuelles épidémies et urgences sanitaires. Une nécessité qui s'est révélée lors de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en 2014. Le programme REDIS couvre 16 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest depuis 2016 à 2024. La troisième phase a concerné 4 pays, le Mali, le Bénin, le Niger et la Mauritanie. Cette troisième phase arrive donc à terme bientôt. C'est l'heure du bilan, les acquis, les difficultés. Nous en parlons avec les responsables du projet et ceux des structures concernées, donc partenaires. Il s'agit de Dr Seydou Goïta, coordinateur du projet de REDIS 3. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Sira. De Dr Ibrahima Mariko, directeur général adjoint par intérim du laboratoire central vétérinaire. Docteur Mariko, bonsoir. Bonsoir, Sira. De Dr Abdelai Keita, il est conseiller technique pharmacie et médicaments, formation et recherche au ministère de la Santé et du Développement social. Bonsoir, Dr Keita. Bonsoir, Sira Batili. Merci de votre présence et bienvenue sur ce plateau. J'ai fait une brève présentation du projet REDIS 3 consacré au Mali, 3 autres pays aussi en plus du Mali. On ne pourra pas faire le point de toutes les missions assignées au projet. Mais quand on dit REDIS, docteur Goïta, ça correspond à quoi en matière de santé et quelles sont les missions du projet REDIS 3? Ok, merci Sira Batili. Je suis content d'être à l'ORTM aujourd'hui pour parler du projet REDIS 3. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même remercier tous les téléspectateurs pour, par rapport à ces informations sur le projet REDIS 3, peut-être qui n'est pas bien connu par la population malienne. Donc, REDIS 3, c'est un projet sous-régional qui a été mis en place à travers, et quand vous l'avez, à l'introduction, vous avez parlé déjà d'Ebola. C'est à partir de l'épidémie d'Ebola au niveau de la Guinée, Sierra Leone, c'est parti de là. Donc ça a commencé d'abord par REDIS 1, donc qui a couvert la Guinée, le Libéria et encore la Sierra Leone. La phase 2 a concerné le Nigeria, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Maintenant, le Mali fait partie de la phase 3. La phase 3, c'est 4 pays. Il y a le Bénin, le Niger, le Mali et la Mauritanie. Donc la Mauritanie ne fait pas partie des pays de la CEDEAO, mais ils ont jugé nécessaire et ils ont postulé également, ils ont pu faire partie de ces 4 pays. Donc le REDIC, c'est un projet de renforcement de la surveillance au niveau national, au niveau régional, de la maladie et également la préparation aux épidémies en Afrique de l'Ouest. Donc avec l'Ebola, il y a eu assez de problèmes dans les systèmes de santé. Donc il fallait ce projet pour essayer d'endiguer ce problème au niveau des États. Donc voilà, le REDIS est venu comme ça. D'accord. Donc c'est un financement du gouvernement du Mali et de la Banque mondiale. Appuyé par la Banque mondiale. Appuyé par la Banque mondiale. La sélection des pays est faite selon des cas d'épidémie dans ces pays ou quoi? Bon, la sélection, il s'agissait d'abord de postuler et voir, il y avait la question également de frontières. Donc il y avait tout ça dans la sélection. En tout cas, le Mali a pu participer et avoir la phase 3. L'objectif au final, c'est de pouvoir faire collaborer tous ces pays et de dégager un plan d'action, c'est ça? L'objectif, il s'agit de préparer tous ces pays aux épidémies en Afrique de l'Ouest. Renforcer les systèmes de santé et au niveau national et au niveau sous-régional.
Donc, si j'ai dit sous-régional, avec les frontières, il y a eu beaucoup d'actions au niveau des frontières qui est aussi intéressé là-dedans. D'accord. Alors, le projet REDIS est mis en œuvre avec des partenaires et le premier, c'est le ministère de la Santé et du Développement social, Dr Keita. Comment se passe cette collaboration? Comment le travail est organisé avec le projet? Merci bien, Sira, pour cette question. Mais tout d'abord, permettez-moi de remercier également l'ORTM d'avoir accepté de discuter sur ce plateau. Et nous remercions également les téléspectateurs qui pourront avoir des informations par rapport à tout ce qui est préparation, pour tout ce qui est riposte en cas d'épidémie. Déjà, pour parler de REDIS, c'est que REDIS est venu à un moment où le Mali en avait besoin, parce que le Mali a eu à mettre en place sa plateforme nationale Une Seule Santé, qui est un mécanisme de coordination multisectorielle. Et cela est fait en avril 2018. Et en 2018 également, REDIS est arrivé. Et entre-temps, nous avons eu Covid. Et quand il y a eu Covid, REDIS déjà avait fait des plans pour nous permettre de nous préparer par rapport aux épidémies. Et au moment où nous commençons à la mise en œuvre de ce plan, Covid est arrivé. Donc avec l'arrivée de Covid, REDIS a été très flexible, d'où le lieu de les saluer, en nous aidant à élaborer un plan de lutte contre la Covid. Et quand on a eu à élaborer ce plan de lutte contre la Covid, tout de suite, ils se sont engagés à financer une bonne partie de ce plan, ce qui nous a facilité la lutte contre la Covid-19. Ce plan consistait à quoi faire? Ça portait sur quoi concrètement? Ce plan avait différents volets. Il y avait un premier volet communication qui était vraiment la cheville ouvrière, parce que vous saviez, quand la Covid est arrivée, on n'avait pas d'informations. Il y avait en plus encore une infodémie par la suite. Donc avec ces infodémies, comment les trier, comment les mettre à disposition, on avait cette grosse difficulté. Donc ils sont passés par le centre de communication qui est le CENIEX au service du ministère de la Santé et du Développement social, qui nous a aidés à élaborer des documents, à informer la population afin qu'on puisse être à un niveau. Après cela, il y avait le volet test. Donc on avait des difficultés pour nous approvisionner en réactifs. Ensuite, il y avait les masques pour pouvoir nous préparer, et il y avait par la suite les kits de lavage de mains. Donc REDIS s'est vraiment déployé pour nous permettre d'avoir ces différents éléments et nous permettre à un niveau acceptable au début de la maladie. D'accord. Alors, un autre partenaire ici, c'est le laboratoire central vétérinaire. Docteur Marico, une épidémie, définition simple, c'est l'apparition de la propagation d'une maladie infectieuse qui frappe en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes. Quel est le lien avec les animaux? Bon, le lien avec les animaux, tout d'abord, merci Assia pour l'invitation faite par l'ORTM, également au projet REDIS pour débattre des acquis du projet. Le lien avec les animaux, c'est que les animaux constituent la porte d'entrée de la plupart de nos maladies. Parce que les études ont montré que nous avons en commun plus de 75% des maladies. Et généralement, soit c'est l'animal qui est le point de départ, soit c'est l'homme. D'où le terme zoonose. Donc l'objectif visé à travers l'implication du LCV, ça se fait dans l'approche Une Seule Santé. C'est-à-dire que les questions de santé, il faut mettre tous les acteurs concernés pour qu'on puisse évoluer par rapport à ces aspects. Quand on parle d'approche Une Seule Santé, il s'agit de 4 secteurs clés. Il y a la santé humaine, la santé animale, il y a l'environnement et il y a l'agriculture. Avec les animaux, comme je l'ai dit, c'est important de connaître les maladies au niveau de ces animaux pour éventuellement prendre des dispositions et que l'homme soit épargné par rapport à ces cas de contamination. D'où le rôle central, non seulement de la santé humaine, mais le rôle du laboratoire central vétérinaire. Parce qu'un laboratoire, c'est en termes de diagnostic, en termes de production de vaccins, surtout en termes de recherche sur les maladies animales. Et là, c'est des activités qui se font en amont dans le cadre de la santé publique vétérinaire pour protéger le consommateur. L'homme, c'est la finalité. D'où l'implication du laboratoire central vétérinaire, d'où l'implication de la santé animale par rapport à l'approche Une Seule Santé et par rapport à la démarche initiée par les REDIS 3. Et comment vous intervenez dans le programme REDIS 3? Bon, nous intervenons dans les programmes REDIS 3 à travers l'acquisition qu'ils font à notre niveau, comme je l'ai dit, en rehaussant nos capacités, en renforçant nos capacités en termes de diagnostic des maladies surtout. Avec du matériel?
avec du matériel. Parce que si on veut peut-être aller sur à peu près le statut d'un laboratoire, on dit un laboratoire surtout généralement c'est quelques éléments. Il repose sur quelques éléments, à savoir les infrastructures ou immobilisation. Ça c'est les salles de manipulation, les salles spécialisées, mais également les équipements. À travers les équipements, il y a également les matériels consommables qui rentrent dans les activités d'un laboratoire. Il y a également les réactifs qui sont capitaux pour les analyses et également les ressources humaines. Donc ça, c'est les quelques éléments à travers lesquels les REDIS a appuyé pour nous renforcer, comme je l'ai dit. Et c'est une activité qui fait partie d'une de leurs composantes. Il y a la composante 2, renforcement des capacités des laboratoires. Avec la formation des agents? La formation des agents là-dedans, l'équipement, comme je l'ai dit, et également même les installations. Donc c'est... Mais je sais que peut-être on va arriver à ce niveau, parce que par rapport aux acquis qui nous ont eu à faire, on les a bien ciblés. Justement. Mais quand on agit sur un de ces leviers déjà, on renforce les capacités des laboratoires. Et au niveau du pays, c'est après les seuls laboratoires qui existent. C'est un laboratoire de référence au niveau de la sous-région. Il y a les laboratoires humains, les laboratoires de l'INSP, CNTS, ainsi de suite. Mais c'est seul le LCV qui est le laboratoire dans le domaine de la santé animale. D'accord. Merci. Alors, vous l'avez dit, hein, on va directement parler des acquis du projet REDIS 3 maintenant. On parle d'appui des systèmes nationaux de surveillance des épidémies. Alors, Dr Goïta, qu'est-ce qui a été fait à ce niveau? Quel a été l'appui? Ok, merci Sira. Donc, par rapport aux acquis du projet, donc d'abord le projet est bâti sur 5 composantes. La première composante, c'est la surveillance et également le système d'information. La deuxième composante, c'est le renforcement des capacités des laboratoires. La troisième composante, c'est la préparation, la réponse aux épidémies. Et la quatrième composante, c'est le renforcement des capacités des ressources humaines afin de bien gérer les épidémies. Et la cinquième composante, c'est la gestion du projet et également l'appui institutionnel et le plaidoyer, la communication. Donc c'est les 5 composantes. Dans chaque composante, les projets interviennent. Nous intervenons auprès des structures de l'État. C'est les structures de l'État qui sont chargées de la mise en œuvre des activités du projet. Dans ce contexte, maintenant, nous les finançons. Chaque année, nous préparons les plans de travail qui sont approuvés par un comité de pilotage, comme le conseiller technique vient de dire, la plateforme Ministère de la Santé, tous les membres de cette plateforme font partie du comité de pilotage. C'est eux qui siègent sur le plan de travail élaboré par les structures techniques pour donner l'approbation. Dès qu'on a l'approbation, c'est en ce moment que ce document est envoyé à la banque pour obtenir leur avis avant de commencer la mise en œuvre. Voilà, donc à partir de l'approbation de la banque, la mise en œuvre commence. Donc les structures nous envoient les requêtes pour les activités qui ont eu à programmer. Le projet finance au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année et on fait le bilan ensuite. Donc le projet a été mis en vigueur à partir du 4 octobre 2018. Donc c'est un projet de 5 ans qui couvre tout le territoire. Et c'est un financement de 30 millions de dollars. Donc 15 millions de dollars en dons et 15 millions de dollars en crédit. En CFA, l'estimation? Bon, l'estimation en CFA, c'est dans les 15 à 14 milliards de francs CFA. D'accord. Voilà, donc pour la première composante, donc nous avons beaucoup travaillé avec l'INSP, l'Institut de santé publique, la direction générale de la santé, les directions régionales de la santé, la direction nationale des services vétérinaires, le LCV, le Centre national d'éducation et de santé en communication pour le ministère de la Santé, le CENASA pour la santé animale, et il y a beaucoup d'autres structures qui interviennent. Mais ces 4 ministères clés, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Élevage et de la Pêche et enfin le ministère de l'Agriculture. C'est les 4 ministères clés. Mais l'intervention va également au niveau de d'autres ministères. Mais c'est les 4
qui sont les ministères clés du projet. Et comment vous arrivez à coordonner avec tous ces ministères Oui, pour la planification? tout à fait. Nous avons des réunions, des comités de pilotage, des réunions techniques de préparation. Donc, c'est à partir de là que tout est préparé. Les plans de travail annuels, c'est convoqué par le ministère de la Santé. Et ensuite, les activités sont réalisées après la mise en place de ces plans. D'accord. Donc, Maintenant, en oui. ce qui concerne les réalisations, donc quand on prend la première composante, surveillance et information sanitaire, donc il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées. D'abord, il y a eu des formations, du renforcement des capacités. Dans le cadre des épidémies d'abord, la formation en épidémiologie de terrain. Donc le projet a eu à former environ 100 agents, tout corps confondu. Comme il a si bien dit, c'est un projet, l'approche c'est multisectorielle. Donc il y a l'élevage, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a aussi l'agriculture. Donc il y a des poules d'agents qui ont été formés pour cela. Donc environ 100 personnes ont été formées pour l'épidémiologie de terrain. Donc il y a 3 types d'épidémiologie. L'épidémiologie de terrain première ligne, il y a eu environ 80 personnes qui ont été formées. L'épidémiologie de terrain intermédiaire, ça c'est en cours. Il y a une cohorte de 15 personnes qui sont en cours de formation. Personnel sanitaire? Personnel sanitaire et élevage, santé humaine, élevage et également l'environnement. D'accord. Donc ensuite, il y a l'épidémiologie avancée. Ça se fait au niveau de l'université de Ouaga. Mais le Mali est en train de se préparer pour ouvrir cette formation au Mali. Il y a eu beaucoup de réunions déjà sur ça. Donc nous avons envoyé environ 4 personnes à Ouaga pour la formation en épidémiologie avancée. Mais au niveau de la faculté de médecine également, on a formé 6. Donc ce sont ces agents qui sont, si vous voyez au niveau des directions régionales de la santé, ce sont ces agents en cas d'épidémie qui sont mobilisés. C'est eux qui agissent, qui interviennent. En plus de ça, il y a eu, le projet a financé beaucoup des groupes d'équipes d'intervention rapide au niveau de tous les districts presque. Nous avons formé d'abord au niveau des zones frontalières, comme c'est le problème s'il y a des épidémies, donc il faut sécuriser d'abord les frontières. Il y a eu ensuite les autres districts. Donc le projet a formé environ beaucoup d'équipes d'intervention. Ça fait beaucoup de détails, on ne pourra pas tout citer. Voilà, mais globalement, donc, si on vous disait de dresser un bilan par rapport à la formation, vous avez formé combien d'agents au Mali aujourd'hui, puisque le projet arrive à terme? Au jour d'aujourd'hui, le projet a formé environ 5000 personnes, tous thèmes confondus et toutes structures confondues. Si vous prenez la DGS, il y a eu beaucoup de formations. Si vous prenez le LCV, il y a eu des formations. Si vous prenez l'INSP, il y a eu des formations. Au niveau des régions, les régions ont été formées sur les guides SMR dans le cadre de la surveillance intégrée. Donc il y a eu beaucoup de formations dans ce sens. C'est pour renforcer la surveillance en cas d'épidémie qui ne nous surprend pas. Docteur Keita, cela a été de quelle utilité pour vous, par exemple, ministère qui œuvre dans ce sens? Ok, vraiment merci beaucoup pour cette question. La grosse difficulté, c'est que c'est le ministère de la Santé qui partait seul. Et avec la création de la plateforme nationale Une seule santé, dont le secrétariat est assuré par le ministère de la Santé, qui regroupe, comme il l'a dit, les 4 secteurs clés, l'élevage, ou plutôt la santé animale, l'environnement et également l'agriculture. Et aussi, il faudrait juste, pour pouvoir appuyer son volet zoonose, c'est que dans les études ont montré que 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. Et avec les maladies émergentes que nous avons actuellement, 75% sont issus également des animaux, sans pour autant rentrer dans le cadre des bioterrorismes, parce qu'il y a 80% de ces pathogènes également qui sont utilisés par ces gens. Donc si on arrive à avoir un seul groupe, une seule communication, on va pouvoir cerner les contours pour la santé humaine, parce que nous sommes tous dans le même écosystème. C'est pourquoi le projet même est bâti sur ces 4 axes principaux.
Donc ces 4 axes principaux, avec les appuis qui sont faits, nous sommes arrivés à voir que les indicateurs du système de santé sont rehaussés. Et également, le projet nous appuie chaque année pour évaluer l'état d'avancement de ces indicateurs. Parce qu'en 2017, l'OMS est venu évaluer le Mali pour voir quel est le score de nos indicateurs. Quand on aura une épidémie, est-ce que vous êtes prêts? Et quand vous avez l'épidémie, est-ce que vous pouvez le cerner en si peu de temps? Donc ça, c'est les principales questions qui étaient ressorties. En dehors des épidémies, s'il y a des catastrophes, qu'est-ce que vous pouviez? Et le projet a également appuyé ce qui lui a permis, peut-être qu'il a, comme le bilan est aussi trop vaste, avec la Direction générale de la protection civile, ils élaborent chaque année des plans de contingence. Donc toujours dans ce même cadre. Également, au niveau du ministère de la Santé, comme il l'a dit, les équipes d'intervention rapide, on sait que tout de suite, s'il y a un problème dans une localité, on a des équipes prêtes. Il y a eu 114 qui ont été formés et chaque équipe est constituée de 8 à 9 agents. Et ça contient aussi bien la santé humaine, la santé animale que la santé environnementale. Donc, les agents des eaux et forêts ont été également formés. Donc, tous parlent le même langage. Et chaque mois, nous faisons une réunion au niveau du ministère de la Santé pour voir les possibles épidémies qui peuvent surgir. Alors, docteur Keita, comment on peut surveiller une épidémie? Avec quelle stratégie? Maintenant, comme il l'a dit, il y a la surveillance à base communautaire. C'est pourquoi on a même intégré les communautés afin que quand il y a tout de suite un problème, ils alertent. S'ils font l'alerte, maintenant l'équipe d'intervention est là, les agents de santé sont informés et ils vont aller voir. Déjà, le chasseur même qui est en brousse, quand il voit un peu beaucoup d'animaux morts, il va se dire, ah tiens, il y a un problème. Il fait l'alerte. Les services vétérinaires vont aller chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a et l'information est remontée au niveau de la santé humaine. Comme tout concourt un peu à notre santé, nous, donc on cherche à comprendre quel est le problème. Tout de suite, il faut agir avant que l'épidémie ne se propage. Donc, dans ce cas précis, les équipes sont déjà prêtes. C'est ce qui fait que les choses avancent normalement. Voilà, les équipes sont déjà prêtes. Bon, c'est vrai, quel qu'en soit notre niveau de préparation, une épidémie, elle peut venir. Oui, donc, il peut y avoir des surprises. Voilà, il peut y avoir des surprises. Que Dieu nous en garde. Amen. Alors, docteur Mariko, à votre niveau, docteur Goïta l'a dit, ce sont des comités de pilotage qui sont mis en place. Quelle a été la première proposition que vous avez faite au niveau du projet REDIS qui a été répondu? Bon, la première proposition, c'est-à-dire que, comme il l'a dit, normalement, les propositions sont faites, c'est-à-dire qu'on formule des activités qu'on soumet lors du comité de pilotage. Enfin, lors du PTBA, les plans de travail et le budget annuel qui se tient chaque année. Donc, les différentes structures font des propositions d'activités. Nous, c'est surtout en termes de renforcement, comme je l'ai dit, de nos capacités. Et à travers ça, déjà, les premières actions, ça, c'est la dotation même du labo en laboratoire mobile. Nous disposons d'un laboratoire mobile. Mais également, l'appui en termes d'appareils de dernière génération, qui est un accélérateur de particules de type Malditov, qui permet de faire des analyses dans un temps très court. Donc, en tout cas, il y a eu des acquis. Comme je l'ai dit, lors des PTBA, nous proposons des activités. Et maintenant, les projets se chargent de les mettre en œuvre. Éventuellement, quitte à maintenant après à nous envoyer, à nous doter par rapport à ces équipements. Mais il y a également même la pose d'incinérateurs au niveau du labo, même titre que d'autres structures. Ça, c'est pour la gestion des déchets biomédicaux. Mais également, comme je l'ai dit, il y a l'acquisition d'un groupe électrogène. Tout ceci, ça rentre, par exemple, au compte de... On a une antenne à Caille, laboratoire central vétérinaire de Caille, qui relève du laboratoire vétérinaire de Bamako. Donc, on les a dotés en groupe pour les rendre beaucoup plus autonomes. Donc, globalement, c'est ces différents aspects, mais qui se font en termes de renforcement de capacité. C'est pourquoi j'ai parlé des différents niveaux. Par exemple, quand on prend au niveau des infrastructures, l'élément infrastructure immobilisation, également, il est prévu la réhabilitation de certains de nos bâtiments. Le laboratoire central vétérinaire, c'est une structure qui date depuis 1979, qui a été créée par une ordonnance et qui est devenu un établissement public à caractère administratif doté d'une autonomie financière. Ça, c'est en 1994, justement. Donc, à travers ça, donc, nous sommes une structure attachée au secteur de l'élevage et de la pêche. Voilà, c'est une structure de la santé animale. D'accord. Vous avez parlé de laboratoire mobile. C'est quoi un laboratoire mobile et quelle est son utilité? Voilà, un laboratoire mobile. Les laboratoires, comme je l'ai dit,
la spécificité, c'est quoi? C'est pour poser le diagnostic par rapport à une maladie. Sur le terrain, le technicien qui est là-bas, l'agent vétérinaire, l'agent de la santé, il fait une suspicion. On soupçonne telle maladie. Mais sauf que les maladies ont souvent les mêmes signes, les mêmes symptômes. Donc c'est le seul laboratoire qui est habilité à confirmer, à dire que c'est telle maladie, ou bien à dire que non, ce que vous soupçonnez, c'est pas ça. Donc, l'acquisition d'un laboratoire mobile, parce que généralement, nous, dans notre démarche, les LCV est à Bamako. Quelqu'un qui est à Mopti, quelqu'un qui est à Gao, à Taoudeni, il y a une situation, on est obligé d'envoyer une équipe. Que ce soit, généralement, c'est avec la direction nationale des services vétérinaires, parce que les missions sont claires. Ils font les prélèvements. Il y a une question de conditionnement, de conservation et d'envoi des réceptions par les laboratoires centrales vétérinaires. Si les conditions manquent, souvent ça peut biaiser les résultats. Ouais. Maintenant, s'il y a un laboratoire mobile qui vous permet d'aller sur le terrain, quand il y a la survenue des situations, de faire des prélèvements et d'analyser, donc ça casse cette distance-là. Donc, d'où c'est fait plus tôt. Exactement. Exactement. Ça permet, parce que la réponse qu'on donne détermine la conduite à tenir face à une situation de maladie. Le plus tôt on a les réponses, mieux on agit. Mais quand on tarde, c'est ça justement. Donc l'acquisition des laboratoires mobiles, ça fait plus d'efficacité. Exactement, ça renforce énormément nos capacités en termes d'approche. D'accord. Docteur Keita, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'était surtout le volet d'aller sur le site même, de pouvoir faire le diagnostic sur le site. Non seulement il y a une rapidité d'action, mais ça évite l'expansion même de l'épidémie. Le fait de transporter l'échantillon, on peut contaminer l'environnement, on peut contaminer ceux qui transportent. Exactement. Mais si on est déjà sur site, on peut circonscrire l'épidémie, faire les analyses sur place et les résultats sont disponibles aussi. D'accord. Alors, la Banque mondiale, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Je n'avais pas peut-être terminé de donner les autres composantes. J'allais en venir. Allez-y. La composante 2, c'est le renforcement des capacités des labos. Donc, c'est dans ce cadre qu'il y a eu l'achat de 2 laboratoires mobiles. Un pour l'Institut national de santé publique et l'autre pour le LCV. Donc, ces laboratoires, quand vous avez vu pendant la Covid, il fallait qu'on déplace des laboratoires mobiles d'autres structures pour qu'ils aillent faire les prélèvements et les contrôles, les analyses à Tombouctou, à Mopti par exemple. Le projet a financé ça pendant la Covid. Ben bon, il y a eu des besoins. Le projet a acheté ces 2 pour faciliter en cas d'épidémie le déplacement sur le terrain pour faire le diagnostic sur place. Donc en plus de ces labos mobiles, le Malditof, on a payé un pour le LCV et un pour le laboratoire de l'INSP. Donc en plus de ça, les réactifs, chaque année on les dote en réactifs et en consommables pour le diagnostic des maladies. Le CT avait parlé de la Covid. Donc quand la Covid est arrivée, c'est le projet Redis qui a intervenu rapidement pour prendre en charge. Environ 10 millions de dollars a été mobilisé pour ça, pour renforcer les structures de prise en charge en matériel pour la prise en charge des malades graves, les respirateurs, les moniteurs et beaucoup d'appareillage. Le projet a intervenu dans ce cas pour renforcer ces structures et également la communication. Et également, il y a beaucoup de plans qui sont en cours de finalisation de la division opération d'urgence. Donc ils sont en train de travailler sur ces plans. Le projet doit finaliser ça également. Pour finaliser, le Mali va avoir un grand plan de riposte en cas d'épidémie. Vous l'avez dit, le projet REDIS, ce sont 16 pays. Vous misez beaucoup sur la collaboration entre ces pays. C'est une projection. Est-ce que vous comptez mettre tous ces pays pour un même plan d'action ou bien ça dépend des situations? Oui, le REDIS, c'est un plan, c'est comme un plan, comme tu viens de dire, c'est comme un plan d'action. Les 4 pays se retrouvent chaque mois et chaque année pour faire le bilan par pays. On présente et on discute les défis à relever ensuite sont énumérés et chaque pays continue à travailler dans ce sens. Les orientations qui sont données à travers ce comité technique et le comité de pilotage. Et quels sont les types d'urgences sanitaires que vous appuyez? Tout ce qui est épidémie qui arrive au pays, le REDIS
le Redis intervient sur ça. Vous avez vu Ebola. Bon, Ebola, c'était quand Ebola a commencé. Redis est venu après, mais Redis a continué à renforcer les capacités. Ebola a servi de leçon. Oui, a servi de leçon. Brusquement, la pandémie Covid est venue. Donc, on a attaqué cette pandémie avec tout ce qu'on pouvait faire pour aider le gouvernement du Mali à répondre à cette maladie. D'accord. Docteur Keita, les bénéficiaires sont les populations. Par quel procédé on peut atteindre ces populations? Effectivement, les bénéficiaires sont les populations. Et ces populations, on les a mis nous-mêmes. Notre système de santé est fait de telle sorte qu'ils sont les premiers concernés. Donc c'est pourquoi dans le cadre de ce projet, ils sont aussi intéressés. Et dans le comité de pilotage, ils interviennent en tant que société civile et organisations qui œuvrent dans le plan de sécurité sanitaire nationale. Donc le système de santé est en fait qu'on commence par le niveau communautaire, ensuite le niveau des centres de santé de référence, les hôpitaux de district, et c'est le niveau communautaire qui est d'abord le premier bénéficiaire même de ce projet. Certes, nous sommes en train d'appuyer les structures au niveau central, mais tous les volets communication pour pouvoir prévenir, comme on l'a dit, c'est la prévention d'abord en tout premier. Donc la prévention commence par cette population et l'alerte est également donnée par cette population. Et également, REDIS a eu même un volet appui quand il y a eu Covid. Donc la banque a appuyé en donnant même, c'est vrai qu'au tout début on n'était pas d'accord pour qu'on refuse de ne pas reconnaître Covid en disant qu'on donnait de l'argent. Ça a été très difficile pour nous-mêmes de pouvoir aller jusqu'à ce niveau. Mais la banque a appuyé les populations qui étaient affectées à ce niveau. Et pour tout ce qui est également consommable et les équipements de protection, ils étaient également là pour bénéficier de ces aspects. Et les renforcements de compétences et la communication, ils ont bénéficié également de ces différents éléments. Donc, toutes les fois où la santé intervient, on fait de telle sorte qu'ils soient là et qu'ils soient à l'écoute. Ce qui nous permettra de voir les indicateurs. Peut-être que Goïta ne l'a pas aussi dit. REDIS, ce n'est pas seulement sanitaire, pas la santé tout de suite seulement. Par exemple, pour tout ce qui est sécurité alimentaire, on est dedans parce que c'est des indicateurs qu'on évalue. Et REDIS également appuie afin qu'on puisse avoir des informations pour tout ce qui est sécurité alimentaire. Donc, ça permet de prévoir certaines choses, certaines maladies. Effectivement. Déjà, quand il y a une épidémie, vous savez, il y a différents volets qui sont affectés. Certes, il y a la santé publique qui est affectée. Il y a également le volet économique qui est affecté et il y a le volet environnement aussi qui est affecté. Et tout ce qui est enjeu social également fait partie. Donc nous avons obligation au sein de cette plateforme de pouvoir traiter ces différents volets. Comme on l'a dit, le secrétariat étant assuré par le ministère de la Santé, on ne se limite pas seulement tout de suite à l'état physique même de la personne. Mais il faut voir l'état psychique, il faut que je sois aussi, que je n'ai pas faim. Sinon, si j'ai faim, ça va être difficile de pouvoir tenir. C'est très important. Docteur Marico, l'action collective est beaucoup prônée dans le cadre du projet REDIS. Par quoi elle se manifeste à votre niveau? Le rôle du labo, c'est un peu spécifique dans la chaîne, parce qu'effectivement, nous sommes un élément central, mais nous ne sommes pas sur le terrain. Parce que sur le terrain, au niveau de l'élevage, c'est les services vétérinaires, à travers la Direction nationale des services vétérinaires, qui s'occupe des aspects de surveillance, à travers les labos, les services déconcentrés, et également qui se font appuyer par l'ordre des vétérinaires du Mali. Ça, c'est la présence des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire. Donc, comme je le dis, les labos, c'est un peu en retrait. Quand tu as la situation, on reçoit. Mais n'empêche, on a fait des activités avec ces acteurs de la santé animale qui sont sur le terrain, tels que les mandataires. Par exemple, il y a certains types d'analyses qui ne sont pas compliquées, c'est des tests rapides, des dépistages de certaines maladies. Pour vous dire que par rapport en termes de maladies au niveau du REDIS, les REDIS évoluent sur un certain nombre de maladies qui sont reconnues comme étant des zoonoses prioritaires, parmi lesquelles nous avons la rage, nous avons les charbons bactériens, encore appelés anthrax, nous avons la brucellose, nous avons la tuberculose, nous avons les fièvres hémorragiques, dont Ebola fait partie, fièvre crémeuse, etc. Nous avons les grippes zoonotiques. Et dans ça, nous avons la fièvre apteuse qui est là-dedans. Donc, et nous avons les trypanosomoses. Tout ceci, c'est des maladies que nous partageons en commun
avec les animaux. Donc, par rapport à une de ces maladies, on a initié une activité de renforcement des capacités des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire. Comme je l'ai dit, qui sont en train de surveiller sur la première ligne au niveau de la santé plus, les gens des services vétérinaires. Donc, c'est pour les former sur les tests de dépistage. Au lieu de nous envoyer les prélèvements au labo, on s'est dit que non, c'est bon, il faut les outiller et qui sont sur le terrain et les procurer ces kits de détection. Donc, à leur niveau, ils peuvent faire le travail et éventuellement remonter l'information. Donc, que ça prenne le temps, à travers des activités comme ça, qu'on essaie de mieux outiller les personnels qui sont sur le terrain. Et si je comprends bien, oui, vous êtes au début et à la fin. Au début, oui, pour faire oui, des diagnostics. Exactement. Et à la fin, pour oui, donner quelque chose de concret tout aussi. Tout à fait, tout à fait. Comme je l'ai dit, un laboratoire, il est capital. D'accord. Il est capital dans la chaîne sanitaire. Parce qu'on soupçonne sur le terrain. Mais si le labo ne confirme pas, souvent c'est compliqué. Voilà, parce que comme je l'ai dit, la plupart de nos maladies, il y a beaucoup de maladies qui présentent les mêmes symptômes, les mêmes signes. D'accord. Mais c'est seul le labo qui est habilité. D'accord. Voilà. Docteur Goïta, comment s'organise la riposte? La riposte, ça s'organise depuis le niveau central. Dès qu'il y a épidémie, ça commence, il y a des commissions qui sont mises en place. Il y a une structure déjà pour ça au niveau de la Direction générale de la santé et également au niveau de l'INSP, la division des opérations d'urgence. Donc, quand une épidémie arrive, c'est le coordinateur de point focal qui alerte rapidement l'OMS par rapport à l'épidémie. Donc c'est en ce moment que les dispositions sont prises. Donc l'alerte va au niveau de toutes les régions qui prennent des dispositions et pour commencer à préparer les interventions. D'accord. Le REDIS 3 est appelé à contribuer à la mise en œuvre des normes internationales de l'Organisation mondiale de santé animale, dit-on. Quelles sont ces normes? Bon, les normes, c'est tout ce qui est le respect environnemental, sauvegarde. Tout est respecté dans le projet. Il y a eu des études qu'on a eu à faire par rapport aux sauvegardes environnementales, le respect de l'environnement, également comment utiliser les intrants sur le terrain. Toutes ces normes sont appliquées à partir des structures de mise en œuvre. Donc, mais le projet a des experts qui se déplacent pour aller voir réellement si ces normes sont tenues, si les structures sont en train de respecter ces normes. Il y a un spécialiste en santé animale qui est recruté, il y a un spécialiste en sauvegarde environnementale, un spécialiste en sauvegarde sociale, il y a un communicateur. Donc le projet est étouffé par plusieurs experts qui sont dédiés, qui travaillent dans ce sens. Il y a un spécialiste même en violence basée sur le genre. Alors, docteur Keita, on a parlé de la surveillance. Ça se fait avec quels moyens et pendant combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps déterminé pour la surveillance épidémiologique? Les moyens, déjà, je commence par là. C'est le lieu également de remercier Redis qui nous a permis de mettre à disposition un outil que l'on appelle le DIHS2 qui permet d'assurer la surveillance depuis le niveau communautaire. Et toutes les fois où ils ont une information, ils mettent dans le système et tout de suite c'est arrivé au niveau national. Ce qui nous permet d'avoir des rapports hebdomadaires de surveillance. Maintenant, dans le temps, la surveillance c'est vraiment une activité à vie. Tous les jours nous sommes là, il faut veiller avant que le feu ne déborde. Donc toutes les fois où on a une alerte et que ça atteint un certain seuil, on déclenche l'alerte et les équipes d'intervention commencent. D'où l'intérêt pour nous de rester tout le temps en état de veille. Et c'est pourquoi le projet est toujours salutaire, ce qui me permet un peu de revenir sur l'un des pans que vous aviez abordé avec Dr Goïta par rapport à la communication ou plutôt à l'uniformisation des différents aspects avec les pays, les 16 pays. Oui. C'est que de façon internationale, l'OMS a développé un outil qui s'appelle le Règlement sanitaire international ou RSI. Et ce Règlement sanitaire international donne des indicateurs pour chaque pays et que chaque pays doit respecter. Donc, une fois que les pays ont des défaillances à un niveau, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas contenir l'épidémie. Donc, chacun doit respecter les exigences de ce règlement. Et c'est pourquoi le projet a été bâti pour nous permettre d'être à peu près au même niveau.
Donc s'il y a une défaillance sur un niveau, qu'on puisse le rehausser très rapidement. D'accord. Voilà. Alors, docteur Mariko, à votre niveau, comment ça se passe? Par rapport à la surveillance, ça se manifeste à travers les activités de recherche. Parce que les LCV également, en plus, comme je l'ai dit, la production des vaccins. C'est nous produisons les vaccins contre la plupart des maladies animales que nous avons chez nous. Et carrément, c'est nous qui contribuons à ça. Les campagnes de vaccination sont faites avec nos vaccins. En plus de ça, en plus du rôle de diagnostic, c'est les activités de recherche que nous menons sur le terrain, sur les différentes maladies. Également, actuellement, on est en partage avec le projet REDIS 3, c'est les remercier également par rapport à ça. Une étude sur les charbons bactéridiens. Faire la cartographie de cette maladie au niveau du pays. C'est une maladie qui est, comme je l'ai dit, la plupart de ces maladies, c'est des maladies zoonotiques également, qui attrapent l'homme. Donc on a des informations qui sont anciennes, qu'il faut impérativement actualiser et éventuellement donner la situation réelle par rapport à cette maladie. Donc on a même une étude par rapport à ça. Indépendamment de ça, ça c'est dans le cadre du REDIS, mais nous menons d'autres activités de recherche sur les maladies animales. Donc ceci contribue, c'est quand on donne la situation réelle des maladies, ça rentre dans le cadre de la surveillance de ces maladies. C'est des informations qui sont exploitées à d'autres niveaux. Voilà, ça c'est un peu ce que nous faisons à notre niveau. D'accord. Parlons à présent des cas d'épidémie et de leur gestion. Vous aviez déjà commencé à en parler. Ebola dans les pays africains surtout. La maladie a attiré l'attention sur la nécessité de détection précoce, mais dans le cas de la maladie à coronavirus, les gens étaient pris au dépourvu et sa gestion n'a pas été facile. Quelle est l'utilité de la détection dans des cas pareils? Docteur Goïta. L'utilité de la détection, il s'agit peut-être de faire rapidement le diagnostic afin d'agir. Maintenant, pour la COVID-19, quand la pandémie a commencé, le Mali a commencé déjà à se préparer. Depuis que les cas ont commencé en France, des dispositions ont commencé à être prises au Mali. Donc nous, on a été alertés déjà par la banque et également le ministère de la Santé. Avant que ça n'arrive au Mali, on avait déjà des dispositions qui étaient prises qui étaient mises en place. La Banque mondiale a donné l'ordre au projet d'intervenir, de financer ces activités en attendant qu'on ait un nouveau projet. Donc c'est le REDIS qui a commencé à appuyer le ministère de la Santé par rapport à la riposte à la Covid. Donc en temps, la banque a financé un nouveau projet pour la Covid uniquement. Donc à ce moment, REDIS a continué avec ses activités. Ça a permis d'anticiper. Voilà, a continué avec ses activités habituelles et le projet Covid a pris le relais pour la réponse. D'accord. Alors, docteur Keita, pour la maladie à coronavirus, c'était mondial. Vous l'avez géré comment au Mali? C'est vrai que c'était pas facile de gérer la maladie à coronavirus au Mali. Ouais. C'était compliqué, mais le Mali a eu la chance, si je peux me permettre de dire une chance, parce qu'on a été l'un des derniers pays à avoir des cas de Covid. Donc on a appris des expériences des autres pays, parce qu'on a su comment est-ce qu'ils arrivaient à prendre en charge. Mais n'empêche, il y avait quand même la panique. Parce qu'au tout début, même au moment où ça arrivait au Mali, on ne connaissait pas trop le virus. On ne savait pas exactement comment il se comportait. Donc il y avait beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, on donnait une information, demain, on donnait une contre-information parce que la première information qu'on avait qui était internationalement retenue, c'est ce qu'on avait pris. Donc cela a fait que beaucoup aussi ont continué à douter de nous en se disant que est-ce que vous-même vous comprenez l'enjeu de la chose, est-ce que vous savez exactement qu'est-ce que c'est. Mais on est arrivé à continuer à communiquer. Et la grosse difficulté était beaucoup plus avec les leaders religieux. Donc on est arrivé à communiquer avec eux pour qu'eux aussi ils arrivent à communiquer avec leurs fidèles au niveau des différentes mosquées, ce qui nous a beaucoup aidé par rapport aux précautions. Parce que n'ayant pas de traitement spécifique, ne sachant pas exactement comment est-ce qu'il faudrait les prendre en charge, et les capacités étaient tellement minimes qu'il fallait mettre l'accent sur la prévention. Donc c'est pourquoi on a utilisé ces leaders religieux qui au tout début n'étaient pas du tout d'accord, mais avec les différentes communications, ils ont commencé à adhérer et cela nous a beaucoup soulagés. Sinon, on avait des grosses difficultés de prise en charge
Et au niveau des hôpitaux, la difficulté également, c'était d'avoir des équipements, notamment les respirateurs. Et l'une des grosses difficultés qui est même condamnée par le règlement sanitaire international, c'était l'entrave au trafic international. Normalement, il y a 196 pays qui ont ratifié ce document. On ne devait pas bloquer, fermer les aéroports, les avions devaient continuer. Donc on avait des difficultés pour nous approvisionner. Bon, heureusement, les partenaires nous ont aidés, surtout Redis aussi avec... Justement, quel a été l'appui de Redis à ce niveau? On va vérifier avec Dr Keita. Oui. Redis nous a appuyé vraiment en respirateur, ce qui fait que même maintenant, au niveau de nos centres de santé de référence, on a des respirateurs parce que comme c'était un virus respiratoire, il y avait beaucoup d'affections, beaucoup d'atteintes respiratoires et des difficultés. Donc, on a eu des respirateurs à ce niveau. Et comme vous l'aviez dit, tester, parce que tant qu'on ne teste pas, on ne peut pas se rassurer effectivement que c'était des cas de Covid. Donc il fallait tester, même si au tout début, les réactifs qu'on avait aussi, souvent ils étaient hyper sensibles, souvent c'était des faux positifs, mais bon, il fallait faire avec parce qu'on n'avait pas trop tous les éléments. Donc une fois qu'on arrivait à tester, c'était la prise en charge rapide pour éviter des complications. Donc c'est là, Redis a beaucoup appuyé à ce niveau. Ils nous ont aussi aidés par rapport au transport même des malades avec des ambulances également qui sont arrivées parce que la protection civile était épuisée. Nos structures de santé avaient des ambulances qui étaient déjà presque esquintées. Donc, ce qui nous a permis tout de suite d'interagir. C'était pas facile. Docteur Keita veut ajouter quelque chose par rapport à cet appui? J'avais commencé à parler de ce que Redis a fait. Mais après Redis, Covid aussi a fait beaucoup. Le projet d'intervention d'urgence Covid. Donc, c'est inclus dans Redis? Non, c'est un projet à part. D'accord. Oui. Parce que Redis a commencé à financer Covid. En temps, la banque a financé cette activité, a eu à élaborer un protocole qui a été validé et négocié avec le gouvernement du Mali. Donc, c'est ce projet qui intervient sur tout ce qui est Covid. Le renforcement des structures de prise en charge en respiratoire, en moniteur, en défibrillateur en cas de détresse, et en d'autres appareils tels que les stérilisateurs. On a payé également beaucoup de matériel en ce qui concerne le renforcement au niveau des blocs opératoires. Le liquide là on appelle anios. Donc c'est ce qui permet de stériliser les matériels. En plus de ça, la Covid a eu un autre fonds, 52 millions de dollars pour appuyer la vaccination. C'est quand la vaccination a commencé, il fallait intervenir également. Donc on avait prévu de payer 4 900 000 doses de vaccin Johnson & Johnson. Mais avec la diminution des cas, on a revu ce taux avec le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la Santé. On a ramené ça à 2 millions de doses qui a été mis à la disposition de la Direction générale de la Santé à travers le centre d'immunisation. En plus de ça, le projet a renforcé la capacité des structures. C'est en cours. Il y a la logistique qui est en cours d'achat, environ 68 pick-up qui sera mis à la disposition des structures pour faciliter les déplacements des agents sur le terrain et également des motos. 411 motos environ a été mis déjà à la disposition des régions, des districts jusqu'au niveau CESCOM. En plus de ça, il y a 7 camions frigorifiques pour la conservation de vaccins qui est arrivé, donc qui va être réceptionné très prochainement par Madame le ministre, et également d'autres matériels, les porte-vaccins, les congélateurs, des frigos. Nous allons faire très prochainement la réception de ces matériels. Je crois qu'on va inviter l'ORTM pour couvrir ça sera avec plaisir. Alors, Dr Keita, est-ce que le vaccin s'est révélé efficace contre le coronavirus? On peut dire que oui, le vaccin s'est révélé. Certes, il y a eu plusieurs types de vaccins qui circulent, mais il y a eu des essais qui ont eu lieu, des essais cliniques qui nous ont permis de prouver que le vaccin a une efficacité. Mais jusque-là, vous savez, pour l'efficacité de chaque vaccin, il faudrait que l'on sache un peu la durée de l'immunité. C'est cette durée d'immunité que l'on ne peut pas donner pour tous les vaccins parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Et c'est ce qui fait que pour certains, on s'est dit, pour continuer la mémoire immunitaire, il faut faire 3 doses, 4 doses.
Johnson dont il a là parlé, on avait dit au tout début qu'il faut une dose. Par la suite, on dit qu'il faudrait faire encore une autre dose de rappel. Donc l'immunité vaccinale, on ne l'a pas encore bien maîtrisée. D'accord. Nos systèmes de santé sont suffisamment aujourd'hui renforcés pour faire face à d'éventuelles épidémies, même si on ne le souhaite pas. Oui, nos systèmes de santé sont suffisamment renforcés pour faire face à d'éventuelles épidémies. On ne le souhaite pas, comme vous l'aviez dit. On va même au-delà des épidémies. Même s'il y a des catastrophes, on est quand même outillé pour pouvoir intervenir. Certes, souvent, dans certaines zones, la logistique peut poser problème. Mais s'il s'agit des formations, les gens sont formés. Donc, ils sont formés pour intervenir. D'accord. Oui. Docteur Mariko, quel a été le rôle du laboratoire central vétérinaire dans le cas précis du coronavirus? Bon, dans le cas du coronavirus, ça, généralement, comme je l'ai dit, en termes de mission, de gestion de l'épidémie ou de la pandémie, c'est une maladie, bon. Il y a eu des doutes. Est-ce que c'est l'animal qui est à la base? Est-ce que c'est l'homme? Bon, il y a eu des hypothèses qui ont été émises. Maintenant, au Mali, l'action s'est beaucoup focalisée sur... c'est les cas humains qu'il fallait gérer. Bon, maintenant, les services vétérinaires sont en retrait. Par rapport à ça, c'est une gestion globale, bien sûr. Parce que la Direction nationale des services vétérinaires peut-être pourrait mieux répondre à cette question. Mais au niveau du labo, parce qu'il s'agissait d'être outillé en termes de kits, de dépistage. Je pense qu'éventuellement, il y a eu le focus qui a été fait au niveau de l'INSP, qui était un centre de référence par rapport à ça. Mais on a également appuyé les labos pour la mise à disposition des kits pour le dépistage. Bon, ça, c'était un centre qui était... Le labo était considéré comme un point en attente. Mais par rapport à la gestion du Covid, fondamentalement, bon, ça a été géré au niveau, comme il a dit, les informations qu'il a données, plus peut-être la Direction nationale des services vétérinaires. Mais le rôle des labos, comme ça, c'est par rapport au dépistage, à l'acquisition des kits de dépistage qu'on avait quand même. On a des stocks, mais on n'était pas beaucoup sollicité. Parce que le focus était mis sur l'INSP. En plus, c'est d'autres santé. D'accord. Des références par rapport à ça. D'accord. Voilà. On va parler des difficultés maintenant. En quelques mots, vous avez été confronté à quelles difficultés, docteur Goïta? Merci, Sira. Donc, par rapport aux difficultés, avant de parler des difficultés, je voudrais juste dire que... En 2 mots peut-être. Oui, le projet REDIS, ça relève du ministère de la Santé. Parce que les gens, il y a beaucoup qui ne comprennent pas le projet REDIS. C'est un projet qui relève du ministère de la Santé, ce n'est pas une ONG. Voilà, donc en ce qui concerne les difficultés... Avec l'appui de la Banque mondiale. Avec l'appui de la Banque mondiale. D'accord. Les difficultés, c'est... Il y a eu beaucoup de suspensions avec la Banque mondiale, avec les événements sociopolitiques. Donc, en cas d'événements sociopolitiques, vous voyez, la banque suspend. Donc, on a eu 3 suspensions. Ça a beaucoup impacté sur la mise en œuvre de nos activités. Il y a également les zones d'insécurité où difficilement les activités sont mises en œuvre, mais on a pu avoir des points focaux au niveau de ces zones qui nous permettent de mettre en œuvre les activités. En plus de ça, il y a la gestion des fonds au niveau des structures de mise en œuvre. Donc ça, on est en train de trouver des solutions pour ça. D'accord. Voilà. On va rappeler les 3 objectifs du projet REDIS: l'harmonisation des politiques et procédures. On dit aussi que les pays seront en mesure de réaliser une planification et une évaluation des activités. 3e objectif, la promotion du partage des ressources spécialisées à coût élevé. On va faire un dernier tour de table maintenant. Et on va commencer par Dr Mariko. Que retenez-vous de REDIS 3 au Mali? Bon, ce que je peux retenir du projet REDIS 3, c'est surtout l'approche. C'est un projet intégrateur qui fait appel à l'ensemble, comme on l'a dit, des 4 secteurs clés surtout, même au-delà de ces 4 secteurs clés. Donc c'est l'approche, pour moi, l'approche est à retenir. C'est par rapport à beaucoup de partenaires qui interviennent de façon sectorielle. Le projet REDIS 3 permet, ne serait-ce que même les acteurs, le fait de se retrouver, ça crée un cadre d'échange. Mais également les acquis que nous tirons du projet REDIS 3, qui nous a beaucoup renforcés, surtout au niveau de l'Office centrale vétérinaire. Comme je l'ai dit, c'est un service public. Généralement, les financements, bon, bien sûr, nous générons des ressources avec la vente des vaccins, d'accord, mais ça ne couvre pas les besoins en termes de diagnostic.
Et s'il y a des partenaires qui sont dans cette dynamique, on ne peut que s'en réjouir. Comme je l'ai dit, nous remercions beaucoup le projet Redis 3 pour tout ce qu'ils ont fait, malgré qu'il y a également des actions en cours. Et nous souhaitons que ces actions aillent également se poursuivre aillent jusqu'au bout. D'accord. Je remercie l'URTM pour le cadre offert pour ce débat. Merci mes co-débatteurs, mon collègue de la santé. D'accord. Alors, merci. D'accord. Docteur Keita, 5 années que Redis est au Mali. De quoi peut-on se réjouir aujourd'hui? Ok, merci bien pour cette question. C'est que avec Redis est venu trouver que nous sommes en train de mettre en place un mécanisme de coordination multisectorielle. Quand on parle de mécanisme, c'est nouveau. Donc il faudrait que les gens apprennent à travailler ensemble. Et on n'avait pas les moyens de notre politique à l'époque. Donc Redis est venu. Donc Redis nous a permis de commencer à communiquer entre nous, de commencer à travailler entre nous. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait que nous mettons nos moyens en commun pour pouvoir avancer. Donc avec ces moyens en commun, c'est Redis qui les a apportés. Quand ce projet va finir, nous avons déjà développé des automatismes. À nous de chercher maintenant à la pérennisation de ces automatismes. Parce qu'on ne savait pas qu'au niveau de ce système, il fallait que nous communiquions. Même si depuis des millénaires, le système était dit comme quoi la santé humaine et la santé animale va de pair, mais on n'était pas au même niveau. Et quand on a essayé de voir les indicateurs, on s'est rendu compte que l'un est beaucoup plus en avance dans un domaine que l'autre. Donc il fallait qu'on aille ensemble. Et Redis nous a appris qu'il faudrait aller sur ce plan. Donc ce qui va nous permettre, nous, même après Redis, avec les outils que nous avons développés, de pouvoir continuer sur cette même lancée et de probablement faire un plaidoyer budgétaire pour que chacun puisse garder la même ligne d'activité, car ce n'était pas inscrit dans nos budgets. Nos budgets sont prévus juste quand il y a une épidémie, agir. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire avant l'épidémie? Cela n'était pas du tout prévu dans nos différentes lignes. Donc Redis nous a déjà alertés, nous permettent de mettre en place ces différents éléments. D'accord, tout à fait. Alors, docteur Goïta, pour boucler maintenant, Redis, la fin est annoncée pour mars 2024. Ça sera réellement la fin. Quelles sont vos projections? Redis va continuer au Mali sous d'autres cieux? C'est vrai, le projet est en train de finir, mais il y a des perspectives. D'abord, moi, j'aurais beaucoup aimé si on arrive à terminer une activité majeure qui est l'interopérabilité entre les structures, la santé animale, la santé humaine et l'environnement. Cette activité est en cours. Donc si cela finit, ça va être très intéressant dans le cadre du renforcement du système d'information. Maintenant, en ce qui concerne les perspectives, c'est vrai, le projet doit prendre fin le 31 mars 2024. Ouais. Bon, la banque a commencé à lancer déjà un nouveau projet, parce que tous les projets Redis ferment à partir de mars, tous les projets Redis, sauf Redis 4, qui est au niveau de l'Afrique centrale, comme ça vient de commencer. Sinon, jusqu'à 3, de 1 à 3, tous ces projets vont arrêter à partir de mars. Mais il y a un nouveau projet en vue. Donc souhaitons que peut-être on aura la deuxième phase de ce projet. On le souhaite. Sur ces mots d'espoir que se referme ce numéro de questions d'actualité consacré au projet Redis 3 ici au Mali qui concernait le Mali, le Bénin, le Niger et la Mauritanie. Un programme appuyé par la Banque mondiale sur la détection précoce des épidémies et la riposte en la matière. Nos invités étaient Dr Seydou Goïta, coordinateur du projet Redis 3, Dr Ibrahima Mariko, directeur général adjoint par intérim du laboratoire central vétérinaire, et Dr Abdelai Keita, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Jakari Diakone Diaki a réalisé ce débat pour vous. Aridou Matina m'a aidé à la coordination. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.